Bonjour Maxime, Bonjour Marc, bonjour Nexus. merci d'accepter cet entretien donc pour le magazine Nexus. Alors vous êtes le fondateur de l'association Wanted Pédo qui existe depuis 2014. On Oui. vous connaît par vos nombreux travaux d'enquête sur les réseaux pédocriminels en France. Vous êtes l'une des rares associations à défendre véritablement et efficacement les enfants et familles de victimes dans les affaires de pédocriminalité organisée. Première question, pourquoi avez-vous créé Wanted Pédo? Alors ça s'est fait, j'ai envie de dire, un peu malgré moi. J'étais pas du tout sur ce sujet-là. J'avais une vie active et professionnelle et sportive très riche. Et un jour, brutalement, suite à un accident de moto, j'ai dû être alité. Et là, donc, un peu comme le font les gens qui sont au lit, soit ils lisent, soit ils regardent des séries, ou soit des documentaires, ou passent du temps sur Internet. C'est ce que j'ai fait. Je suis tombé sur un mot qui m'a interpellé, c'est les- euh, en suggestion de reportage, c'est les réseaux pédocriminels. Et là, ça m'a pédophile, mais criminel quoi, des réseaux de gens qui tuent des enfants. C'est ça qui m'a interpellé. C'est là d'où est parti, c'est de là où sont parties mes recherches. Mhm. Et en fait, pendant 3 mois, donc j'ai tapé réseau pédocriminel, réseau danger, réseau Outreau, l'affaire du trou, Fourniret, tous les prédateurs isolés, soi-disant, et puis toutes les grosses affaires qui ont été médiatisées en Mhm. France. Et j'ai vu qu'il y en avait déjà un gros paquet. Et donc, dès que je me suis rétabli, j'ai décidé de prendre mon véhicule et de partir faire le tour de France, de rencontrer des militants, des journalistes et des gens qui avaient fait ce travail bien plus professionnel que moi qui commençais. Et en allant à leur rencontre, j'ai eu accès au dossier judiciaire de ces grosses affaires qu'on voit en reportage, comme par exemple Zandvoort, Dutroux, Ouais. euh, l'affaire Hamid Lisa, qui est un peu moins médiatisée, le dossier de l'affaire Outreau. Et je suis rentré avec tout ça à la maison, totalement novice sur le sujet. Et là, en lisant toutes les pièces judiciaires, en voyant tout ce qu'il y avait dans ces dossiers, là j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Hein, toutes les larmes, vraiment, ça a fait un choc en fait de comprendre à quel point les enfants étaient trop peu protégés, aussi bien par la justice que les médias qui défendaient, et c'est ce qu'on décrypte sur notre site via les 56 articles de réseau qu'on a remis en avant avec aussi l'excellent travail de Donde Vamos, une journaliste qui était journaliste et maintenant et qui est indépendante maintenant et Mhm. qui a fait son blog. On a repris beaucoup d'articles de réseau sur lesquels elle avait planché pour remettre en avant et décrypter la façon dont la parole des enfants a été bafouée et les traitements privilégiés au niveau des peines de justice que prenaient les prédateurs d'enfants ou même des violeurs d'enfants comme par exemple sur Outreau. C'est-à-dire qu'en fait, vous découvrez à ce moment-là qu'il ne s'agit pas juste de simples anomalies judiciaires ou de cas ou de faits isolés. Il s'agit véritablement, d'après le fruit de vos enquêtes, d'un système mis en place, de quelque C'est chose de très systémique. systémique. C'est systémique. Alors au départ, c'était une intuition que j'avais. Je me dis comment on peut laisser des enfants et rendre des décisions de justice comme ça. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Au départ, j'ai pris une claque en voyant la dureté de ce qu'était un dossier. Par exemple, est-ce que vous avez un exemple à nous donner là, comme ça? Par exemple, moi je m'attendais pas à ça, mais quand je suis rentré de ce déplacement, par exemple dans l'affaire du trou, on voit les nombreuses personnes qui ont été, il y a 1235 pages, maintenant ce dossier qui s'appelle Summary sur Internet, Summary en anglais, 1235 pages de l'enquête sur l'affaire du trou, de justice, on voit qu'il y avait de nombreuses personnes qui ont été entendues, où chez certains on a retrouvé des caches, des préparations de caches pour planquer des gamins, des cheveux d'enfants, du matériel vraiment pédopornographique ou des ustensiles qui servent à séquestrer et à enfermer des gamins. Alors qu'on voit dans le dossier du trou, qu'est-ce qui ressort Marc Dutroux, son collègue Le Lièvre et sa femme. Exact. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors qu'on voit qu'il y a au moins plus de 100 personnes dans le dossier d'enquête qui sont ressorties. Alors là, on peut se dire, les médias n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas fait d'enquête, c'est un peu léger. Voilà, ils n'ont pas, voilà. Et puis surtout, moi, je me suis dit à ce moment-là, comment un simple citoyen seulement plein de volonté peut avoir accès à des pièces judiciaires si la justice n'est pas un gruyère et si ces pièces n'ont pas été déjà données dans de nombreuses mains. Donc, comment des journalistes ne peuvent pas y avoir accès? Simplement, je me suis dit déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Et en creusant au final sur tous ces dossiers, et en commençant notre militantisme en 2014, énormément d'informations sont venues à nous, aussi bien sur l'existence des sites pédophiles, qui sont maintenant par millions sur Internet. FBI estime à 4 millions de sites pédophiles dans le monde, et Forum pédophile, le FBI estime à 4 millions de sites pédos, quand même, dans le monde.
on a découvert plein d'autres choses. On a découvert que la France était deuxième consommatrice d'images pédopornographiques en Europe. Oui, ça, personne Proportionnelle à la population, proportionnellement. pas à la grosseur du pays, proportionnellement à la population. La France, deuxième consommatrice en Europe, les Allemands sont les premiers, les Français sont les deuxièmes. Et quatrième dans le monde en consommation d'images. On a vu aussi qu'il y avait que 11% des sites qui étaient signalés aux autorités mondiales étaient hébergés sur des serveurs français. C'est-à-dire qu'on est une plaque tournante de la pédopornographie sur Internet. Mais si on est la plaque tournante de la pédopornographie sur Internet, c'est aussi qu'il y a des réseaux. Qu'il y a des réseaux pour faire ces films ou énormément de pédophiles qui tournent ces images pour les mettre, ces enfants en pâture, sur ces forums et ces sites pour fournir en images continuellement ces plateformes-là. Aucune enquête n'est levée, aucune enquête en France n'est diligentée contre ça. On a vu récemment seulement une enquête qui s'appelle Police de pédos. Vous tapez sur le site Wanted Pédo, Police de pédos, on a décortiqué cette enquête, où là, 60 pédophiles, on va dire, qui se sont fait choper de manière totalement aléatoire, se sont fait arrêter en France. On n'en sait pas plus sur le procès pour l'instant, on est en train de suivre tout ça. Mais ce type d'enquête, nous, ça fait 7 ans qu'on demande à ce que des opérations de cette envergure-là soient lancées quasiment quotidiennement. Avec tout ce qui se passe, ils pourraient le faire, hein, la justice. Et là, c'est seulement au bout de 6 ans de militantisme qu'on voit seulement apparaître en France une affaire comme ça où ils chopent des pédophiles sur Internet. Une seule de cette. Par rapport à ce que vous avez déblayé, par rapport à ce que vous avez découvert, c'est pas suffisant? Ah ben non, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan, j'ai envie de dire. Quand on voit l'ampleur des sites, parce que nous au début on a planché là-dessus, on s'est dit, on va malheureusement faire ce travail de référencement de sites pour donner ça à la justice, pour que s'ils ne savent pas, entre guillemets, on était naïfs, eh ben, ils puissent faire le job. C'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'on a fait. Alors au début, on en a recensé 300, mais en fait, quand on est tombé sur l'article du FBI où il nous annonce 4 millions, on a vite fait qu'en fait, c'était interminable. On aurait fait ça quasiment toute notre vie. Donc au final, on s'est rendu compte, que c'était exponentiel, que ça poussait comme des mauvais champignons, les sites pédocriminels. 2, de manière totalement opaque, puisque les gens sains d'esprit comme vous et moi, et les gens qui nous regardent même, qui n'ont jamais été confrontés à ça et qui n'en sont pas conscients, ne taperont jamais ou ne rechercheront jamais d'images. Donc c'est quelque chose qui est opaque et caché, mais quand même sous nos yeux, qui est accessible facilement pour celui qui veut y avoir accès. Et 3, qu'aucune opération de grande envergure en France n'est lancée contre ces sites pour arrêter des pédocriminels. Ce qui aurait quand même... ça donnerait... Il faut comprendre que les images qui sont sur ces sites permettent à la justice, si elle décide d'agir, d'ouvrir des enquêtes pour flagrance. Qu'est-ce que ça a comme effet? Une enquête pour flagrance, ça permet de faire des écoutes, des perquisitions et des gardes à vue immédiates avec d'autres outils. D'accord? Ce qui permet, sans parler de l'effet de surprise. C'est-à-dire qu'un mec qui pense qu'il est chez lui sur des forums, qui publie des images de sites pédophiles en continu, des films, etc., et que la police arrive chez lui à l'improviste un beau matin et saisit tout ce qu'il a chez lui, plus qu'on découvre professionnellement son poste qu'il a, peut-être qu'il va être dans une école, dans un centre pour enfants handicapés, peut-être que sa femme va être famille d'accueil, vous voyez? Et donc l'enquête va s'élargir, entre guillemets. Et là, on peut faire chuter la pédocriminalité en France, puisqu'il y a l'effet de surprise en plus, qui ne s'y attend pas. Tandis que dans les cas d'inceste, de plaintes qui sont déposées par les familles, on va dire des cas de pédophilie auxquels on est confronté avec les familles, en général, le pédo reçoit une audition, il est auditionné, il reçoit son audition, s'il n'est pas con, déjà ils font tous le ménage. Donc l'effet de surprise, il est passé, j'ai envie de dire. Ce que vous dites en fait, c'est que il faudrait reaxer le travail de la police aussi, pas que sur les cas d'inceste et un manque de moyens, un manque de volonté sur politique. C'est volonté. On se rappelle de Jean-Pierre Mocky qui avait déclaré qu'il y a une omerta par rapport à ce sujet de la pédophilie, puisqu'il y a des pédophiles au sein du pouvoir. Donc on imagine bien l'ampleur des réseaux. Vous nous rappeliez tout à l'heure que vous avez plus de 300 adhérents aujourd'hui. Oui. Actifs, 350 membres actifs, mais 700 membres en tout dans l'association. Sur une trentaine de départements en France? Sur une trentaine de départements. Plus de 6 ans d'enquête. Donc vous avez une visibilité assez large et aujourd'hui un nombre d'informations assez important par rapport à ces affaires-là. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir, confirmer avec ce travail d'enquête? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces affaires? Est-ce qu'il y a une méthode
on va dire, récurrentes dans ces affaires? Alors, vous parlez des réseaux ou des affaires Des réseaux. Est-ce que vous avez vu, puisque les affaires, souvent, on a l'impression que c'est purement des faits isolés, c'est lié à de l'inceste, ça arrive, ça existe, évidemment, mais souvent les médias ne les présentent pas, ne font pas les liens entre les affaires, ne les présentent pas comme des éléments systémiques dans ce pays. Or, il y a l'affaire Zandvoort avec 15-0 qui a prouvé quand même qu'il y a des blocages politiques et judiciaires. L'affaire Doutreau avec ses nombreuses anomalies, on y reviendra peut-être rapidement dans cette interview parce que vous avez fait un énorme travail d'enquête et de compte-rendu sur le troisième procès en 2015, qui est assez révélateur en fait du dysfonctionnement. D'ailleurs, on peut inviter les gens sur le site wantedpedo.com on le rappelle, à taper pedo.com. Voilà. On remettra le lien dans la description. Je pour vous que les gens enverrai. puissent, Vous tapez compte rendu Outreau et vous allez voir les 3 semaines de compte rendu écrit qu'on a retranscrit mot à mot, ce qui s'est dit pendant on ces a 3 vu, semaines. le travail est assez exhaustif et assez fastidieux, énorme. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui l'ont fait déjà et puis qui ont pu. Aucun journaliste. Aucun journaliste ne l'a fait. C'est vraiment un travail d'enquêteur. À part Donde Vamos, pardon. Et bien sûr, on rappellera, puis on mettra le lien vers le blog évidemment. Mais est-ce que justement cette affaire, de par son ampleur, et toutes les autres petites affaires que vous avez pu... S'il y a quelque chose qui est commun, c'est ça que vous Est-ce voulez qu'il y a quelque chose en commun? Bien sûr, il y a un dénominateur commun. En fait, dans les réseaux sont utilisés... il y a les têtes pensantes des réseaux et il y a les petites mains des réseaux. Les têtes pensantes des réseaux, eux, ne sont jamais mouillés médiatiquement, jamais éclaboussés. Pourquoi? Parce qu'en utilisant les petites mains vont donc violer, abuser des enfants, déjà parce que ce sont des pervers et des psychopathes, mais aussi pas que. Généralement dans les réseaux, des images sont tournées, des films sont tournés de ces viols pour 2 raisons. Déjà, pour tenir... les vidéos sont toujours de 2 manières. Un champ large, un coupage. La partie coupée, on va cacher l'adulte pour mettre ce format-là sur un site pédophile. Comme ça, l'adulte n'est pas identifié. Et le format original, celle où il y a l'adulte dessus, sert de moyen de pression, d'échange. Et on l'a vu avec l'affaire Epstein. Il tenait énormément d'hommes politiques un peu partout dans le monde grâce à son réseau de prostitution de mineurs. Ce qui lui a permis de tenir et de se poser sur tous les tarmacs du monde avec son avion, le Lolita Express, pendant des années sans que personne ne moufte. Et en fait, le dénominateur commun, c'est ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours 2 traitements médiatiques. Au départ, il y a les révélations de l'affaire, c'est-à-dire on parle, comme par exemple le réseau d'Angers ou le réseau Outreau ou d'autres, j'ai pas là en tête. Il y a une première phase où on dénonce le réseau, oui, il s'agit d'un réseau de pédophiles, etc. Et ensuite un deuxième temps où là, la justice revient un peu sur ce qui s'est dit dans un premier temps, comme par exemple l'affaire Outreau. On acquitte carrément les acquittés, ou les personnes qui sont jugées en justice vont prendre des peines de 3-4 ans de prison pour avoir violé en réseau plusieurs enfants. C'est là où les Français n'ont strictement, je pense pour la plupart, rien compris de cette affaire Doutreau. Est-ce que brièvement, bien sûr, parce ils ont complexifié l'affaire, justement après la parole des enfants a été un petit peu le criminelle. rabâchage médiatique en continu des médias quotidiennement sur l'affaire Outreau à, on va dire, aliéner les Français à croire que la vérité, c'est ce qu'on leur donnait à la télé, sans jamais aller parler aux enfants, les rencontrer. Fait inédit que vous nous racontiez tout à l'heure, les enfants étaient dans le box des accusés, mais pourquoi? Parce qu'on ne se souvient pas de la raison. Alors, la justice a dit que c'était par manque de place. C'est-à-dire, comme il y avait 16 accusés et 8 ou 9 ou 12 enfants, je ne sais plus, à ce procès-là, ils ont interverti. Ils ont mis les enfants là où il y avait le moins de place, donc le box des accusés, et les accusés étaient devant les journalistes et les juges. Donc symboliquement, c'est très fort et c'est très moche en même temps, pour les enfants et pour la justice, qui est censée représenter quand même, parce que c'est très moche, parce que ça donne un signal fort déjà en début de procès. C'est-à-dire que les enfants sont dans le box de ceux des suspects, et les autres, gentiment, assis sur des fauteuils, accompagnés de leurs avocats, et ils ont la bonne place. On reviendra sur cette affaire, parce que je pense qu'on a largement de quoi faire une émission complète avec vous sur cette affaire, vrai. Et on le fera. La conclusion de ce troisième procès, c'était quoi? La conclusion de ce troisième procès, alors,
c'est simple, pour synthétiser un peu ce que vous allez lire dans les comptes rendus d'Outreau, c'était le bal des amnésiques. C'est-à-dire les acquittés d'Outreau sont tous venus à la barre, les uns derrière les autres, pour dire qu'ils ne connaissaient pas l'accusé, Daniel Legrand, mais qu'ils savaient qu'il était innocent. Alors, comment tu peux te porter garant pour une personne que tu ne connais pas, prendre le risque d'aller au tribunal, dire « je ne connais pas ce mec, mais je sais qu'il est innocent ». Ouais, c'est absurde. Voilà, absurde. Et on n'a vu que ça. Des gens qui ne se souvenaient plus de rien. Quand les juges ou les avocats avaient une question pertinente, je ne me souviens pas, ça fait longtemps, je ne me souviens plus, mais on a eu je ne sais pas, je ne sais plus, et je ne me souviens plus, on l'a entendu 350 fois pendant ces 3 semaines de procès. Vous étiez, vous, pendant ces 3 semaines, chaque jour? Chaque jour, du matin au soir, avec les équipes de Wanted Pédo, à accompagner les enfants de lait, les parties civiles, à ce procès. Alors, pour finir sur un acquittement de ce Daniel Legrand, en même temps, quand on a vu la mascarade judiciaire, il y avait quand même 7 avocats pour défendre ce toxicomane, d'accord, Daniel Legrand, toxicomane, qui était complètement défoncé aux médicaments, et qui, alors, avocat, Dupond-Moretti, Berton, Delarue père et fils, Viguier, on ne parle pas de... Et qui nous ont dit à la fin du procès qu'ils l'ont défendu pro bono, bénévolement, pendant 3 semaines, 7 avocats pour défendre, sans aucune raison, juste parce qu'il leur faisait très certainement de la peine, hein, et alors que les enfants avaient seulement 3 avocats pour 3 enfants. Et d'ailleurs, Dupond-Moretti, qui a fini ministre de la Justice. Déjà, pour service rendu, très certainement. Enfin, je sais pas. Et qui a remis la parole des enfants en doute et qui a interrogé pendant plus de 6 heures. Pendant plus de 6 heures, effectivement, enfants, pendant le procès, il a questionné pendant 6h30 une victime d'Outreau pour dire à la fin, au final, vous voyez, je vous avais dit... Pour chercher des incohérences. C'est un enfant de 6 ans, déjà, que ça soit une audition au commissariat ou même en audience, 6h30, vous imaginez, c'est un combat de boxe. Ouais. Non, mais c'est même plus un combat de boxe, c'est un combat de MMA. Un enfant de 8 ans contre un ténor, entre guillemets, hein, je mets ténor avec un T minuscule, on va dire, du barreau pendant 6h30, on joue totalement à armes légales. C'est inégal, le combat. Et personne n'est là dans la salle pour s'offusquer, ni le président, ni aucun avocat des enfants s'est levé pour dire hey, « oh, vous jouez à quoi? C'est quoi cette mascarade ?» Mais si j'avais été présent à j'étais pas encore conscient de ce qui se passait, mais si j'avais été présent à ce procès, je me serais levé. Je me serais levé et j'aurais crié ma colère de voir cette mascarade. Alors justement, à cette époque, est-ce qu'il y a des journalistes, quelques-uns qui ont fait le job? Est-ce qu'il y a des associations qui étaient parties civiles qui ont pu défendre Alors, il y avait Donde Vamos. Il y avait Donde Vamos qui était présente, qui fait un travail remarquable depuis 4-5 années avant que nous ayons commencé, nous. Il y avait Serge Garde, il me semble, et il y avait Monsieur Jacques Thomé. Et eux ont toujours soutenu la parole des enfants d'Outreau. Des propos, en tout cas, leur enquête qui était très très peu relayée. La parole des enfants d'Outreau, je dis, de toute la tour du Renard. Parce qu'on parle souvent des 3 enfants de lait, les enfants de Madame Badawi et de Thierry Delay, mais il y avait tout un tas d'autres enfants dans la tour du Renard, dont aujourd'hui on ne parle plus. Ouais, on reviendra sur cette affaire parce que justement elle a marqué... C'est un procès historique en France concernant la protection de l'enfance. Très très symbolique sur ce qui se passe, justement les dysfonctionnements. D'ailleurs, je voulais vous demander rapidement, avant de revenir sur le fonctionnement de votre association, puisqu'on est là pour parler de ça, justement pour peut-être qu'aujourd'hui, si les familles victimes cherchent du soutien ou des pistes pour se défendre, puissent se tourner vers votre association. Est-ce que en général, parce qu'on a eu beaucoup de remontées à Nexus par rapport, et on a fait un sujet dans un de nos anciens numéros, numéro 94 ou 91, on remettra les liens, sur l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que l'ASE joue en France un rôle, pas vis-à-vis de toutes les personnes qui travaillent dans l'ASE, bien évidemment, mais on a eu des remontées sur des liens, des complicités, des dysfonctionnements, des anomalies qui impliquent l'ASE? Alors, pour répondre... Bien évidemment, il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'aide sociale à l'enfance. Et tous les gens qui y travaillent ne sont pas pourris, heureusement. Bon, ça c'est dit. Maintenant, les gens qui sont à la tête de ces structures, de manière générale, sont là pour faire du blé. L'argent, le placement d'enfants rapporte en moyenne 7 000 € par mois en France. C'est-à-dire? Un enfant placé par la justice et remis à l'aide sociale à l'enfance rapporte à la structure qui va l'accueillir, famille d'accueil plus
professionnels qui vont suivre l'enfant, etc., d'aide du conseil général et départemental de 3 500 € à 7 000 € par enfant placé pour, on va dire, gérer l'enfant. Son suivi, l'école, le logement, pour l'avoir séparé de sa famille. Quand il a un handicap, ça peut monter jusqu'à 15 000 €. Si l'enfant a des difficultés mentales, motrices. C'est énorme. C'est-à-dire que l'ASE, c'est une manne financière. L'ASE, ça veut dire qu'elle a un budget de fonctionnement gigantesque. 10 milliards d'euros par an. C'était 8 milliards l'année d'avant, c'est 10 milliards cette année. 10 milliards pour l'ASE. Voilà. 10 milliards d'aide de nos poches qui va à l'ASE pour aider les enfants, en théorie. Sauf que dans nos dossiers, ce qu'on voit, c'est que 50% des placements sont abusifs, sont faits sur la base de faux rapports ou de rapports mensongers pour séparer les enfants de leur mère ou de leur famille carrément. Donc un placement sur deux est abusif basé sur de faux rapports et des motifs fallacieux. D'ailleurs, on reproche souvent à l'ASE de faire des rapports contre les mamans qui ont pour seul crime croient la parole de leurs enfants, de leur fils ou de leur fille, qui ont pour seul crime cru leurs enfants et qui se voient avoir des enquêtes des services sociaux sur le dos, et les enquêtes des services sociaux écrivent noir sur blanc, on le lit dans tous les rapports des familles qui font appel à nous, que la maman aliène l'enfant ou est trop toxique parce qu'elle est trop fusionnelle avec son enfant. Alors être trop fusionnelle, maintenant c'est un crime, un délit pour l'ASE. Donc ça serait peu de liberté pour l'enfant, trop fusionnel, ou il y a un conflit parental entre les deux parents. Alors en général, je suis désolé, quand vous vous séparez, c'est pas parce que vous vous entendez super bien. Mais en plus, quand vous découvrez que votre enfant vient vous révéler des cas d'agression sexuelle faits par votre ex-conjoint, qu'il soit homme ou femme, vous avez encore un peu moins envie de lui parler. Bon, et ben ça, c'est reproché aux mamans. Et derrière, ils disent même, ils vont jusqu'à aliéner leurs enfants. Et ce syndrome d'aliénation parentale que la justice utilise, et d'ailleurs, il y a une députée qui a demandé à ce qu'il ne soit plus utilisé, je ne vais pas dire de bêtises sur le nom, mais elle a demandé l'arrêt définitif du syndrome d'aliénation parentale dans les tribunaux en France. Il faut savoir que ce syndrome d'aliénation parentale a été inventé par Richard Gardner, un Américain pédophile lui-même, accusé d'inceste sur ses enfants, qui a avoué à la fin de sa vie ne s'être basé sur aucun cas clinique pour avoir fait cette théorie. Et cette théorie est utilisée depuis 50 ans dans nos tribunaux en France pour arracher les enfants aux mères qui croient la parole de leurs enfants. Vous avez reçu combien de dossiers entre vos mains de gens qui vous demandent de l'aide depuis 6-7 ans de fonctionnement? Alors là, on accompagne et on aide au quotidien, au téléphone, etc., une 60aine de dossiers. C'est-à-dire des dossiers où vraiment il y a matière à aller à mener des actions avec eux et à suivre. Et on va dire, chaque année, on en conseille plusieurs centaines. Là, cette semaine, j'ai eu 25 personnes à recontacter. Juste cette semaine, par mail, par téléphone ou via la page Facebook, de gens qui nous demandent soit des conseils, soit ils vont avoir un procès pour les booster eux, leur expliquer comment ça va se passer, parce qu'ils n'ont jamais été... Et leur avocat ne le fait pas. Soit pour des conseils de la reconstruction psychologique des victimes d'il y a 20 ans, 15 ans, qui aujourd'hui se sentent toujours mal, ont fait beaucoup d'années de thérapie et n'arrivent toujours pas à avancer. Donc on a des psychologues et surtout une qui a des mains de fée. Donc chacun avec nos compétences, on essaye de les accompagner et de les aider comme ça. Et puis aussi on fait un gros travail d'information. On essaye de centraliser toutes les données vérifiables, sourcées. Parce que vous faites un vrai travail de terrain. Voilà, et à mettre sur notre site. Donc aujourd'hui, on est arrivé sur le site wantedpedo.com à 9000 articles sourcés. Ouais, c'est énorme, justement. On a été surpris par la qualité du travail. Merci. Et puis beaucoup de gens avec qui on est en lien, on a été en lien au sein de la rédaction de Nexus, souvent citent Wanted Pédo comme une association sérieuse, avec des démarches très rigoureuses, bon, comparé à des associations, on ne les citera pas forcément, mais qui sont peut-être... On fera ça plus tard, mais oui. Plus dans la tribune. On a vraiment des protocoles bien aboutis. Vous n'êtes pas dans la communication, on va être dans l'action juridique, de conseil, et effectivement, il y a énormément de contenu et d'informations vérifiables sur votre site, et beaucoup de choses à apprendre, finalement, sur le fonctionnement de ce... Il faut que les gens, maintenant... Mais c'est ce qui témoigne, justement, c'est pour ça qu'on voulait faire cette interview aujourd'hui, c'est ce qui témoigne d'un vide énorme en France et d'une absence totale de suivi et d'accompagnement des familles des victimes. C'est terrible.
heureusement qu'elles peuvent compter sur des associations comme la vôtre. Et malheureusement, on a des petits bras, on a peu de moyens, on fait ce qu'on peut. Alors, on répond à tout le monde, mais après, suivre tout le monde, c'est quasiment impossible. Des fois, on conseille parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Des fois, géographiquement, on n'a pas d'antenne dans ce coin-là, donc ça nous ferait encore des frais à dépenser avec tout ce qu'on fait déjà. Mais en tout cas, on répond présent à tout le monde et on essaye de jamais laisser personne sur le bord de la route et sans réponse. Enfin, on se voit pas faire ça, quoi. On se voit pas être comme ça. Essayer de combler ce vide. Ça n'a pas de prix, en fait. Rien que de décrocher le téléphone, de parler aux familles qui demandent de l'aide. Non, mais pour eux, ça n'a pas de prix et ça ne s'achète pas parce qu'ils l'ont fait déjà 100 fois avant de contacter Wanted et c'est toujours resté sans réponse. Justement, maintenant que vous êtes assez actif et que vous êtes assez, on va dire, représenté dans ce paysage de lutte contre la pédocriminalité en France, est-ce que vous avez eu des obstacles? Est-ce que vous avez des obstacles quotidiens, juridiques ou institutionnels? Bien sûr, oui. Moi, en 7 ans, j'ai dû aller à une 50aine d'auditions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aidez cette famille-là? Et pourquoi vous publiez le nom de ce monsieur? Et pourquoi si? Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes combien? J'y vais aux auditions, je réponds à leurs questions. Les plaintes, 98% des plaintes ont été classées sans suite après cette audition, parce qu'ils voyaient que je maîtrisais mes dossiers, etc. Et seulement 2 procès ont eu lieu, où on nous a condamnés à 15 000 € de dommages et intérêts pour une erreur de lieu. Au lieu d'un arrêt de bus scolaire, on a dit un arrêt de bus. Arrêt de bus qui était à 100 mètres de l'école quand même. Au lieu de l'école, on a dit arrêt de bus scolaire. D'accord. Excusez-moi, c'est l'inverse. Au lieu d'arrêt de bus scolaire, on a dit école. Et du coup, bam, 12 500 € pour diffamation. Ah bon? Mais on n'est jamais venu nous attaquer sur les articles de réseau sur notre site, pour les familles qu'on aide, etc. Ouais. Non. L'ASE a osé déposer plainte contre nous parce qu'on a, dans l'affaire de Madame Sandrine Weiss, non pas critiqué le travail de l'ASE, on l'a décortiqué et dit tous leurs manquements, tout ce qu'ils n'ont pas fait. Ces agents de l'État ont cru bon, de l'ASE, ont cru bon de déposer plainte contre l'association pour atteinte à leur honneur. J'ai été relaxé pour les 3 plaintes. Mais il a fallu aller en procès. C'est encore des frais d'avocat et tout ça. Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette affaire par rapport à l'ASE? Ah ben, si vous voulez, c'est une maman qui, pareil, ses enfants rentrent de chez le père, ils expliquent qu'ils sont agressés par le père et sa nouvelle compagne. La mère, elle dépose une plainte et les enfants, etc., parlent. Alors certains enfants ont été intimidés au commissariat, n'ont pas pu dire tout ce qu'ils voulaient. La mère s'est fait arracher ses 3 enfants, placés en foyer, plutôt en famille d'accueil, les 3 garçons séparés les uns des autres. Et la mère, elle a dû se battre avec nous. Déjà, elle s'est battue 4 ans seule. Elle est tombée ensuite sur nous. Et nous, pendant 2 ans, on est venu lui prêter main forte. On l'a recoaché, reboosté. Et là, elle a 2 de ces 3 garçons qui sont rentrés. Et on a dû éviter, on a fait éviter un internement d'un de ses fils. Il voulait le droguer aux médicaments. D'autres partaient dans la délinquance. On a vraiment dû essayer d'éviter encore plus de la casse. Parce que... À combien vous estimez, par votre travail et puis le travail des autres associations, le nombre d'enfants portés disparus en France qui tombent dans ces réseaux pédocriminels? Alors nous, on a cherché pendant les 2-3 premières années où on a commencé, on a cherché les chiffres d'enfants disparus, il n'y en avait pas. Officiellement, l'État ne publie pas. Il n'y a pas de chiffres. On a demandé, il y avait des chiffres, combien de canettes de coca sont ouvertes en France, combien il y a de crottes de chiens ramassées dans Paris, oui. Mais les enfants, on a cherché partout, il n'y avait rien. J'avais juste une info officieuse d'un gendarme et 2 gendarmes que je connaissais, à qui j'ai demandé à plusieurs, et tous les sources revenaient. Il m'a dit, en moyenne, c'est 1000 enfants qu'on ne retrouve pas. Et effectivement, quand les chiffres, à force de demander à l'État, des chiffres sont sortis, et on a vu que depuis 2008 jusqu'à 2018, en moyenne, le chiffre oscille entre 873 enfants qui disparaissent totalement, français. On ne parle pas des enfants migrants, étrangers, et sans papier, et nés sous X, etc. C'est vraiment les enfants d'ici. 1 millier d'enfants en moyenne tous les ans, 3 par jour, dont on perd totalement la trace, définitivement. Donc, qui est susceptible d'être dans des réseaux pédos. Voilà. Et donc, déjà, c'est par là aussi que mon travail a commencé. Moi, quand j'ai découvert qu'il y avait autant de gamins qui disparaissaient totalement, j'ai halluciné. Je dis, attends, 3 enfants par jour. Quand je mange le matin, le midi et le soir, en moyenne, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là, mais au niveau des chiffres, c'est ça, 3 enfants par jour. Qui le dénoncent, qui parlent de ça, les réseaux pédos qui en parlent, les sites pédos qui en parlaient, personne. Alors justement, récemment, il y a eu le hashtag MeToo-Inceste qui a fait un petit peu de buzz sur Internet, qui a un petit peu provoqué à ce que l'État s'investisse de ce dossier. Est-ce que vous pensez que c'est un paravent, de la poudre aux yeux? Alors, c'est toujours bon qu'on
qu'on parle, que ça soit de l'inceste, de la pédocriminalité, il faut en parler, il faut briser l'omerta de notre société, et c'est ce qu'on cherche à faire, Wanted Pédo. C'est pas pour rien qu'on a pris Wanted Pédo. Quand on entend Wanted Pédo, on sait de quoi on parle. Les pédos sont wanted. Nous, on vient de quartier populaire. Quand on disait t'es wanted, on savait très bien ce que ça voulait dire. Et donc, wanted pédo. En même temps, mais ce qu'on veut, le but, c'était vraiment de briser l'omerta aussi. Et pour briser l'omerta, il faut dénoncer des choses, effectivement, donner des vrais contenus et des vraies informations aux gens pour donner du courage aux victimes. Alors, la peur, c'est contagieux, on le voit avec le Covid, hein. Mais le courage aussi, c'est contagieux. Et le fait de libérer la parole comme ça, de donner du courage aux victimes, de leur dire qu'il faut parler, on le voit au bout de 7 ans, oui, effectivement, on arrive sur des MeToo incestes, on arrive sur des gens, la parole se libère, des Duhamel tombent, des Cohn-Bendit, des Jack Lang commencent à être pointés du doigt. Donc c'est un peu les dominos qui tombent. Donc oui, c'est une bonne chose, néanmoins, tant qu'on ne tapera pas sur les réseaux pédocriminels, les sectes, parce que les sectes aussi ont la main mise sur des réseaux de d'enfants, voilà. Ça ne changera pas beaucoup. Et ça ne changera pas sans aussi la société civile. Voilà. Les citoyens bienveillants qu'on a autour de nous, qui ne sont pas au courant de ça. Parce que les hommes politiques, on le voit bien, tout parti confondu, depuis 30 ans, rien n'a changé. Personne ne s'est emparé de ce problème-là. Ils surfent sur des vagues médiatiques, comme MeToo Inceste aujourd'hui. On voit quand il y a Carl Zero, par exemple, qui fait le dossier sur Zandvoort, c'est squeezé, voilà, c'est mis de côté. Voilà. Donc à chaque fois, c'est un peu mis dans les tiroirs. Exactement. Et il faut briser il faut en parler, il faut briser l'omerta, et c'est ce qu'on va continuer de faire d'ailleurs. Et merci à vous de nous donner la possibilité d'en parler. On le refera autant que possible. Justement, on a vu récemment que Carl Zero sort un livre, 1 sur 5. Oui. Justement, on voit que ça commence un petit peu à briser cette omerta. Est-ce que Wanted Pédo, et ce sera la dernière question, a prévu des actions dans les prochaines semaines, prochains mois? Quels sont vos prochains combats Alors, on va reporter, parce qu'effectivement, Carl Zero, avec Omer Asseli, on fait des propositions de loi pour stopper la pédocriminalité, mais sur notre site aussi, au Sénat, en 2015, et il y a des propositions qui sont assez similaires. On a fait 12 actions prioritaires et 45 propositions de loi qu'on a remis au Sénat en 2015 qui ne coûtent pas cher, qui existent dans d'autres pays. Je vous invite à les lire. C'est-à-dire par exemple, une mention sur les passeports des pédophiles condamnés en France, qui peut être reconnaissable de manière internationale et qui permet à un pays accueillant, ce Français, s'il voit ce tampon, tu as été condamné pour pédo, tu ne viendras pas de faire de tourisme sexuel chez nous, rentre chez toi. Et là, on nous a dit non. Par rapport aux atteintes aux libertés, c'est pas possible. Mais on a fait quand même la demande. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit pour le Covid? Il veut nous faire un passeport vert. Alors là, il n'y a plus d'atteinte aux libertés. Mais pour les pédos, non, ça bloque toujours. Et ça pourrait, vous voyez, une mention sur un passeport. Vous nous parlez aussi de criminaliser ou de délictualiser en tout cas l'apologie. Que l'apologie de la pédophilie en France soit condamnable, qu'elle soit de manière verbale, écrite ou sous couvert d'art, tableau, etc. Je me disais que aujourd'hui c'est un vide juridique. L'apologie au racisme ou autre est condamnée. Au terrorisme, à la haine, apologie au meurtre, mais pas à la pédocriminalité. On a eu des déclarations d'hommes politiques très connus qui sont sur Internet souvent et donc qui sont restés sans suite. Parce que il y a un vide juridique, ce qui permet à des sites qu'on dénonce depuis 6 ans, depuis qu'on existe, le site legarçon.net. Site légal pour l'État, même vous pouvez aller voir, vous tapez La Garçonnière, legarçon.net, même sur notre site on a fait des articles sur eux où on a fait un travail de fond, on a réussi à rentrer sur notre site et à voir qui parlait de vente d'enfants en off. D'accord. Dans l'arrière-boutique du site. C'est un forum quoi. C'est un forum qui est visible pour tout le monde, mais derrière il y a un autre forum, comme un chat, où eux, les vrais abonnés premium, entre guillemets, communiquent. Ouais. Et on a réussi à l'infiltrer, on a extrait des captures où ils parlent de vente d'enfants. On a donné ça à la justice, rien. Ils nous ont dit non, on connaît ce site, ça fait 25 ans qu'il existe. Ouais. Ce qui permet à des sites, donc, d'exister comme ça. Le même site qui ferait l'apologie, ou en tout cas qui serait un petit peu sensible sur le sujet du terrorisme ou du racisme, alors il serait fermé immédiatement. Mais même pas, Marc. Le site Wanted Pédo a été fermé 3 fois. 2 fois 24 heures et 1 fois pendant 15 jours, sans décision de justice, de manière totalement arbitraire, parce qu'on dénonçait des forums et des sites pédophiles. En quelle année ? En 2016, on a eu une coupure de 24 heures l'année dernière aussi, et là, il y a eu 2-3 heures il y a quelques jours. Voilà. Ouais, donc ils font ce qu'ils veulent. Et pendant 2 semaines, ils nous ont coupé parce qu'on dénonçait, on faisait des signalements massifs
par nos membres de forums. Alors, on ne donnait pas les liens en intégralité. J'invite les gens à taper les signalements du dimanche aussi sur notre site. Vous verrez, on a fait ça sur 56 semaines pendant 1 an. On ne donnait pas les liens en intégralité aux gens. On ne montrait pas d'images pédophiles. Tout était flouté. Le but, c'était les gens signalaient en masse ces liens. Et moi, le président, j'envoyais ces liens en intégralité, avec les quelques lettres qu'on avait enlevées, au service en question. On disait, ce week-end, vous allez recevoir massivement 5 sites. Et voici les... Voilà. Pour montrer que les gens avaient envie. Et bien, pendant 1 an, rien n'a bougé non plus. Rien n'est fait. En fait, il n'y a pas de volonté vraiment étatique de lutter contre ça, parce que ce serait comme pour eux se tirer une balle dans le pied. Donc, on ne peut que compter sur les gens sains d'esprit, bienveillants et qui ne sont pas pédophiles pour bousculer tout ça et renverser la table, on va dire. Voilà. On invite en tout cas tous les internautes à aller consulter donc votre site www.wanted-pedo.com, consulter les articles, les nombreux articles très sourcés et référencés que vous avez publiés en accès libre. On remettra aussi... On a la page Facebook, Association Wanted Pédo, page YouTube Wanted Pédo tout attaché, parce sinon vous ne nous trouvez pas. Et on a le mur vidéo Wanted Pédo, que je ne t'ai pas montré, et qui a 600 ou 700 documentaires, reportages, témoignages de victimes, etc. Mais pareil, tout ce qui est sourcé, vérifiable et vérifiable. Un mur vidéo, c'est notre YouTube en fait, qui est incensurable, puisqu'on s'est fait striker 3 chaînes YouTube et 3 chaînes Dailymotion, donc on a arrêté, on s'est acheté notre serveur pour faire notre mur vidéo. Donc voilà, si les gens veulent s'informer... On mettra le lien et on remettra le lien vers votre appel aux dons, puisque votre association justement fonctionne par le travail bénévole. Oui, tout est financé de notre poche et de la générosité de quelques donateurs qui ont confiance en nous, qui nous soutiennent depuis toujours. C'est un travail énorme qu'on salue. En tout cas, on va faire le nécessaire pour vous retrouver très bientôt et rentrer dans le détail de l'affaire d'Outreau, puisqu'elle est très symbolique. Elle permettra de comprendre toutes les autres affaires un petit peu connexes. Et on vous remercie, Maxime, pour ce temps d'entretien. On vous remercie tous, l'équipe de Wanted Pédo, et merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.